Merci d'être venus aussi nombreux pour parler d'un sujet qui est, me semble-t-il, tout à fait crucial parce qu'il marque de façon assez profonde une évolution de notre société. Je suis là parce que j'ai écrit beaucoup de livres sur notamment d'abord les médias, parce que je suis sociologue des médias, et puis ensuite parce que j'ai eu une expérience, j'étais pendant 8 ans membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, donc le régulateur des médias, notamment de la télé et de la radio. Et quand je suis sortie de cette expérience, c'est-à-dire il y a une douzaine d'années, je me suis promis que j'allais faire des travaux sur le monde des jeunes et en particulier des adolescents. Pourquoi ? Parce que quand on est comme ça dans les hauteurs de l'État, enfin dans une instance de régulation qui réfléchit sur la société, je m'étais aperçue qu'il y avait de la part des adultes, alors la société adulte, mais donc la société politique, mais aussi les parents, mais aussi toutes les personnes qui finalement interpellent une institution comme le CSA, une très profonde anxiété sur les jeunes, sur l'avenir des jeunes. Alors vous me direz, c'est pas très nouveau parce qu'une société, par essence, elle s'interroge sur l'avenir de sa jeunesse. Et elle est souvent perturbée par les comportements plus déviants ou plus atypiques ou plus nouveaux de la jeunesse. Mais comme j'étais déjà sociologue, je suivais pour le CSA ce qu'on disait dans la presse, qu'on disait dans les médias, disons le climat quant aux jeunes. On voyait monter plusieurs éléments. Le développement de la consommation de cannabis, on voyait une très forte inquiétude sur le thème de l'alcoolisation, on voyait la question scolaire, qui est une question qui obsède la société française, mais c'est vraiment dans les années 90 que cette question est devenue une question cruciale pour les familles. Et donc, je voyais tous ces éléments et je me suis promis que quand je sortirai de ce couvent qu'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, je ferai des travaux sur les jeunes. Et donc j'ai continué à écrire des livres ou fait des enquêtes sur les médias, mais j'ai fait plusieurs types de travaux en partant notamment donc, de mon expertise sur les médias. Bon, il y en a 3 particulièrement que je voulais citer. Un qui concerne les jeunes, la culture marchande et la publicité, donc j'ai publié au début des années 2000, et un autre qui concerne, alors je vous dis tout de suite le titre, qui s'appelle La Teuf, donc sur les pratiques de sortie des jeunes, notamment le samedi soir et d'autres soirs, avec toutes les addictions, la culture de la sensation qui est liée à ça. Et donc c'est un livre qui est paru en 2008. Et puis, il y a 2 ans, j'ai publié un livre sur les jeunes et les réseaux sociaux qui s'appelle de la dérision à la subversion. C'est pas moi qui ai fait le titre. Donc, et qui vient d'être réédité. Donc j'articule effectivement une réflexion sur à la fois qu'est-ce qui se passe dans la sphère des médias et l'univers des jeunes et comment ceux-ci les vivent et quels sont les effets. Alors, j'ajoute que, évidemment, quand par exemple j'ai fait La Teuf, j'ai publié un livre il y a 5 ans, j'avais fait une enquête, la question des réseaux sociaux n'existait pas, Internet existait, mais pas du tout les réseaux sociaux. Et donc, ou à peine. Et en tout cas, ça n'apparaissait absolument pas dans mon enquête. Donc, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement récent. Internet, par contre, ça l'est moins, mais c'est aussi quand même assez récent. Et donc, mon exposé va être à peu près centré de la façon suivante. Je dirais, pour partir du plus haut possible, que communiquer, être relié au monde par un ordinateur, un smartphone ou une tablette numérique, c'est entrer dans un modèle culturel. Un modèle culturel qui en fait s'est façonné tout au cours, je dirais, des 30-40 dernières années. C'est-à-dire, ce n'est pas la technologie qui a changé le monde, c'est l'évolution du monde, l'évolution des valeurs, c'est la culture
qui a une influence sur les modèles technologiques, sur les modèles communicationnels. Et donc, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est cette façon de vivre à la fois dans un univers de numérique, dans ce nouveau modèle communicationnel qu'on appelle Internet, et puis vivre dans la vie de tous les jours, dans le monde réel, eh bien, c'est une transformation très substantielle des sociétés contemporaines qui a un effet sur la façon dont les individus, mais en particulier les jeunes, parce que les jeunes sont les premiers à s'être appropriés cet instrument, et notamment à travers les réseaux sociaux, eh bien, c'est une façon de se projeter dans le monde, de réfléchir sur le monde. Donc c'est un nouveau modèle culturel et ça a ce qu'on appelle comme conséquence une transformation anthropologique. C'est une nouvelle façon de fonctionner des individus les uns par rapport aux autres. Alors, il faut aussi partir du fait que Internet, c'est pas un enfermement pour la plupart des individus, c'est plutôt le prolongement et le relais de la vie réelle. Si vos enfants vous donnent l'impression qu'ils sont complètement à la fois fascinés et enfermés dans un monde numérique, en fait, il faut que vous partiez du fait que pour la plupart d'entre eux, c'est d'abord un moyen de relayer, d'amplifier des relations qu'ils ont dans le monde réel. Alors toute cette transformation incroyable qui se déroule sous nos yeux et dont je vous dis par exemple que comme sociologue, je ne l'explorais pas en 2005, eh bien aujourd'hui, elle balaye très largement les pratiques sociales et donc elle est à la fois fascinante à observer comme sociologue et évidemment elle a beaucoup d'implications. Alors, pour vous donner quelques idées de combien c'est récent, l'histoire d'Internet, je vous montrerai quelques photos, quelques slides qu'on appelle, quelques planches, où on voit un petit peu comment ça s'est déroulé. Ça se déroule à peu près sur les 50 dernières années, 50-60 dernières années, dans l'après-guerre. Mais réellement, Internet comme média de masse, ça n'existe que depuis le début des années 2000. Donc c'est quand même fin des années 90, début des années 2000. Les réseaux sociaux, dont tout le monde parle tant aujourd'hui et que sans doute une partie d'entre vous utilisez, eh bien, ça ne date vraiment, ça s'est fortement développé que dans les années 2007-2008. Facebook est devenu un phénomène chez les adolescents à peu près à cette date-là. Donc c'est tout ça pour vous dire que tout ça, c'est vraiment incroyablement récent. Voilà, disons, ce que je mobilise pour mener mes réflexions sur la jeunesse contemporaine. Bon, d'abord, évidemment, je suis sociologue des médias, je m'intéresse aux médias de masse et en particulier Internet, qui est un peu, on peut considérer comme le média des médias, le média ultime, il y en a a priori, on ne peut pas faire mieux, qui donc absorbe tous les autres médias, l'écrit, le livre, la radio, la télé, etc. Et donc, je m'intéresse beaucoup aux usages et aux pratiques de ces jeunes, et comment elles évoluent, et qu'est-ce qu'elles ont comme conséquences sur leur façon de fonctionner dans la vie. Donc, c'est le point en haut, Internet, stade ultime des médias. Ensuite, donc je mobilise la sociologie de la communication. Ensuite, je mobilise beaucoup la sociologie de la jeunesse. Alors, la sociologie de la jeunesse, évidemment, je ne peux le faire que de façon, je vais vous l'expliquer que de façon extrêmement lapidaire, mais je dirais qu'au cours des 20 dernières années, elle est caractérisée par 4 éléments. D'abord, un modèle éducatif qu'on appelle le modèle associatif, donc ce modèle qui s'est beaucoup transformé, qui n'est plus un modèle éducatif de type autoritaire, mais plutôt un modèle où on dialogue avec les enfants et où beaucoup de choses se négocient. C'est le modèle qui est dans la filiation des travaux des années 60 de Dolto sur l'enfant est une personne. Donc on fait attention très fortement à ce qu'il est, ce qu'il pense, quels sont ses talents, ses potentialités. Et donc du coup, ça transforme très largement la vie des familles. Donc premièrement, c'est le modèle éducatif. La deuxième chose extrêmement importante, qui est aussi alors vraiment une donnée contemporaine qui n'existait pas, par exemple, il y a 30 ans, c'est l'obsession scolaire. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de diplôme, et notamment si vous n'avez pas de diplôme d'études supérieures,
vos chances de trouver un emploi facilement sont quand même plus minces qu'auparavant. Il y a 30-40 ans, on pouvait ne pas avoir fait d'études, pas avoir fait d'études poussées. De toute façon, on trouvait facilement une place dans la société. Aujourd'hui, pour avoir une place dans la société, il y a tout un ensemble de données à avoir, de compétences, d'expertise et aussi de diplômes. Et du coup, dans toutes les familles et tous les milieux, il y a ce que moi je nomme une obsession scolaire, c'est-à-dire qu'on peut être assez laxiste sur plein d'aspects de la vie des jeunes, mais par contre, ce qui inquiète et sur lequel les parents essayent d'imposer des règles et surtout d'amener à des résultats, c'est la question de l'école. Donc l'obsession scolaire, pour moi, c'est au moins aussi important que la question d'Internet. Le troisième point, c'est que depuis, alors c'est peut-être moins longtemps, mais disons 10-15 ans, la société française vit dans ce que j'appelle un climat dépressif. C'est-à-dire qu'on parle de la crise, on se demande ce que va apporter la mondialisation, on n'a plus grande confiance, ou même pas du tout confiance, dans la capacité de nos élites, et notamment de nos élites politiques, à résoudre les problèmes. Et donc, ce climat pessimiste, il a nécessairement traversé la vie de vos enfants, et même si vous n'avez pas été porteur, les médias leur ont fait comprendre qu'on était dans un monde dont l'avenir était incertain, ou en tout cas leur ont fait penser qu'on était dans un avenir. Donc ce climat dépressif est extrêmement important pour comprendre aussi les ados d'aujourd'hui. Et puis le quatrième point, c'est vrai que les ados, ils sont rentrés dans l'univers de la connaissance et de l'information par ces outils numériques, et que donc cette dimension-là, eh bien, elle joue dans leur façon de fonctionner dans l'existence, d'avoir un rapport à la connaissance, d'avoir un rapport aux autres, etc. Donc c'est ces 4 points que je mobilise, donc la sociologie de la jeunesse. Ensuite, le troisième élément que je mobilise, mais que je devrais encore plus mobiliser, c'est quelles sont les conséquences justement de cet outil communicationnel sur le cerveau, ou disons sur la façon d'intégrer des connaissances, sur la façon de réfléchir, sur la façon de s'approprier des connaissances et de l'information. Alors, comme on sait, si pour ceux qui ont lu un célèbre sociologue des années 50 qui s'appelle McLuhan, quand vous entrez dans la connaissance par le biais de l'écrit, eh bien, finalement, vous êtes obligé de faire une gymnastique intellectuelle, et donc l'écrit favorise plutôt la pensée rationnelle et la réflexion, parce qu'il faut ensuite, disons, maturer, et il y a une certaine lenteur dans ce que l'on apprend. Aujourd'hui, on rentre dans l'univers de la connaissance et de l'information, plutôt donc, via Internet, via des images, via des textes que l'on lit de manière diagonale, donc on va très vite, enfin, les jeunes vont très vite, mais pas que les jeunes, et du coup, les capacités, on absorbe énormément d'informations, et les capacités de concentration, d'être dans cette élaboration conceptuelle que l'écrit favorise, on y est beaucoup moins. Par contre, on a d'autres expertises, une expertise d'aller sur des interfaces très rapidement, de passer d'une information à l'autre, d'absorber beaucoup de choses à la fois. Et donc, ça transforme quand même la façon de s'approprier des connaissances et de réfléchir. Et il y a une autre chose qui est très importante dans cet univers d'Internet, des nouveaux médias, c'est qu'on est sans cesse en confrontation avec des mondes, des univers qui vous sont extérieurs. C'est-à-dire Internet, vous passez d'un univers d'un journal à un univers de divertissement, à un univers de communication, etc. Et en permanence, vous êtes en confrontation, en interaction avec des mondes qui vous sont étrangers. D'où, d'ailleurs, une façon, finalement, encore de fonctionner qui est très différente quand vous avez un environnement bien connu, rassurant, et que l'extérieur, le monde extérieur, plein d'univers extérieurs, ne vous secoue pas en permanence. Voilà. Donc, voilà ce que je mobilise pour mener ma réflexion. Donc, j'avance vite en espérant que ça marche. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est ce modèle Internet ? D'abord,
en fait, quand on regarde comment cette technologie a évolué depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, donc avec une architecture extrêmement décentralisée qui donne le pouvoir final à l'individu, à l'internaute, eh bien on peut dire que c'est un modèle de philosophie politique. C'est une autre façon de vivre en collectivité. Et cette façon de vivre en collectivité, elle est articulée sur plusieurs éléments. Alors évidemment, je sais que le débat sur l'anglais aujourd'hui est très à la mode. Donc moi j'utilise 3 termes anglais. D'abord, en jouant sur le terme free, c'est-à-dire libre. Bon, l'Internet s'est développé, je vous dis que c'est développé parce qu'aussi des individus ont projeté que cela correspondait au climat culturel de l'époque, avec l'idée que l'individu devait être autonome, libre et pouvait s'épanouir via l'ordinateur. C'est-à-dire que l'ordinateur allait décupler les potentialités de chacun, ses capacités d'autonomie et donc d'une certaine façon sa possibilité de s'épanouir. Donc il y a l'idée d'être libre. Le deuxième point, c'est free speech, la libre circulation des discours. Un des mythes, des utopies d'Internet, c'est qu'il faut que la parole circule le plus librement possible. Et au départ, dans les années 50-60, au départ, il y avait des ordinateurs qui étaient des machines à calculer, et puis c'est devenu progressivement ces petits ordinateurs avec lesquels vous faites 1000 choses différentes. Eh bien, le deuxième point central, c'était qu'il fallait que l'information circule le plus possible et qu'il n'y ait plus de secret d'État. Alors, donc, au départ, Internet s'est construit contre les secrets d'État et contre les secrets de la société. La société devait être transparente à elle-même. Donc, c'est le deuxième utopie d'Internet, c'est la libre circulation sans entrave de l'information. Et donc, la disparition des secrets d'État. Et on en voit le vrai exemple, c'est Wikileaks, donc cette volonté de mettre à disposition de tous les individus aujourd'hui des secrets d'État avec le projet, comme vous le savez, ou comme beaucoup d'entre vous savent, de Julian Assange. Et puis le troisième point, c'est que cette libre circulation des informations, elle devait se faire sur un mode gratuit. Ce qui était important, c'était le partage d'informations, le partage des connaissances d'individu à individu, avec l'idée que ce libre partage gratuit allait finalement développer l'intelligence collective. Alors comme je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une pensée peut-être un peu pessimiste sur ce qu'on fait d'Internet, imaginez que ça allait élever l'intelligence collective et que les individus allaient en être encore beaucoup plus libres, autonomes et intelligents. Ça peut paraître un peu fou et très utopique, mais c'est ça, c'est sur ces valeurs-là que ce média s'est développé. Bon, alors je vais aller très vite. Donc en fait, tout Internet, c'est la mise en relation des individus en réseau. C'est ça l'idée, c'est de mettre les individus en réseau. Et si vous regardez tous les sites qui sont dans leur logique interne très différente, les sites de commerce électronique, des agrégateurs d'infos, faire circuler des vidéos, faire des actes de collaboration, comme par exemple dans Wikipédia, où on échange, où on essaye de construire des savoirs sur un mode collaboratif entre individus. Enfin, toutes les sites de réseaux sociaux comme Facebook, où donc c'est plutôt fondé sur l'amitié, sur les échanges entre amis ou plus largement des contacts, eh bien tous les sites d'Internet ont un rapport avec cette idée que j'ai expliquée de la mise en relation des individus à travers un flot continu d'échanges libres et gratuits. Free of charge, c'est ce qui veut dire gratuit en anglais. Comme j'ai pas beaucoup de temps, alors voilà, je vous fais le panthéon du net. Voilà, c'est des gens, personne, vous les connaissez pas, mais depuis une cinquantaine d'années, qui part de la période de la cybernétique, où on met en données mathématiques finalement la société, donc Robert Wiener, jusqu'à aujourd'hui, donc au créateur de ce qu'on appelle la mise en relation d'hypertexte, Tim Berners-Lee, celui qui a inventé ce qu'on appelle le Web 2.0. Je vous ai mis les dates, c'est leurs dates de naissance. Et vous voyez que Internet a été développé par des gens plutôt, à part Robert Wiener,
de la génération des baby boomers. Internet est une création qui est fortement liée, parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est quand même les rapports entre les générations, qui est fortement liée à des utopies, des projets, évidemment, des avancées technologiques, des avancées scientifiques, des expérimentations entre individus dans les années, écoutez-moi bien, 60-70. Voilà. Je ne peux pas vous détailler ce tableau, je suis franchement désolée. Avec ça, je pourrais y rester 1 heure, mais c'est évidemment ça qui est très important. Alors, je vous donne ensuite quelques éléments sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui, alors que c'est très, très, très récent. Qu'est-ce qu'ont les ados, qu'est-ce qu'ils ont comme à disposition? D'abord, 78% des 18-24 ans ont un téléphone portable. Pratiquement la moitié des jeunes ont un smartphone. Smartphone dont je vous ai dit que ça avait été lancé en 2007. Les tablettes tactiles, c'est beaucoup moins. Il n'y a que 10-11%. Mais tout le monde, tous les jeunes se connectent tous les jours. Ils passent en moyenne maintenant plus de temps sur Internet que devant la télévision, mais ceci est une donnée relative puisque, comme tout le monde le sait, sur Internet, devant un ordinateur, on consomme aussi beaucoup de programmes de télé et que beaucoup, par exemple, des petites vidéos qu'on regarde, ce sont des programmes qui sont repiqués de programmes de télévision ou de séries américaines ou de films, mais aussi beaucoup de programmes. Donc, la distinction forte entre télévision et Internet, elle est relative, mais c'est vrai que les jeunes, ils sont plus maintenant devant des ordinateurs, avec toutes les potentialités des ordinateurs, que devant un écran de télé. Par contre, évidemment, je ne vous ai pas apporté le graphique, parce que je ne voulais pas vous abreuver de graphique, mais si vous prenez les classes d'âge plus âgées, et si vous allez vers les 70-80 ans, alors là, les chiffres de télé explosent et Internet, évidemment, beaucoup plus réduit. Ensuite, données essentielles, les réseaux sociaux, puisque le thème de mon livre, c'est les réseaux sociaux. À 20 ans, pratiquement, disons, à part quelques réfractaires, tous les jeunes ont un compte dans un réseau social, et en particulier Facebook, qui est le réseau social le plus développé en France. Et donc, alors, quand vous avez un compte Facebook, beaucoup, j'imagine, d'entre vous en ont un. Bon, évidemment, vous pouvez être très participatif, mettre beaucoup de contenu, échanger beaucoup, mais la plupart des individus qui ont un compte Facebook, ils regardent surtout ce qui se passe entre les autres et ce que font les autres. Et il y a une grande partie d'activité sur Facebook qui est une activité passive. Bon, donc la communication au sein de réseaux comme Facebook est ce qu'on appelle une communication asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est très active et puis une autre qui observe, qui regarde, mais regarder, savoir ce qui se passe chez les autres, c'est aussi important. Et il y a une dernière chose en matière de communication qui est extrêmement importante, il faut savoir, l'explosion des SMS. C'est-à-dire, là je vous donne des chiffres, c'est 235 SMS pour les 18-24 ans par semaine, et c'est presque le double si vous prenez les ados, c'est-à-dire les 12-17 ans. Donc, aujourd'hui, les moyens de communication se sont complètement démultipliés et on fonctionne avec les autres de façon très différente. Et alors, qu'est-ce que cela transforme? Voilà, réseau et innovation culturelle. D'abord, on communique ce qu'on en appelle, là c'est pas sur, je vous le dis tout de suite, ça n'est pas, ne recherchez pas sur le texte, ça n'est pas marqué, on communique avec ce qu'on appelle des liens forts et des liens faibles. C'est-à-dire, dans un réseau social, on met, d'abord au départ, quand on ouvre un compte, on met des gens plutôt qu'on connaît et qu'on fréquente dans le face-à-face, dans la vie réelle. Et puis, progressivement, s'adjoignent beaucoup d'autres personnes qui sont des amis d'amis, enfin bon, je sais qu'on sur le réseau social, ils disent ça, et puis des gens qu'on a à peine croisés, puis des gens qu'on connaît à peine. Donc, un réseau social, c'est une façon de communiquer. D'abord, avec des gens que vous connaissez, que vous allez voir dans la vie, mais aussi d'avoir toute une multitude de contacts, de gens que vous connaissez à peine, que vous ne connaissez pas, mais que vous pouvez mobiliser pour les raisons les plus diverses. Par exemple, pour faire circuler une information. Par exemple, pour faire connaître une musique. Peut-être votre musique, si vous êtes un artiste en herbe et si vous voulez faire connaître ce que vous produisez comme musique ou comme texte. Et donc, c'est une façon de fonctionner qui est assez nouvelle.
Avant, on fonctionnait avec ses amis proches, on leur téléphonait. Mais là, on fonctionne avec les proches et plein de gens qu'on ne connaît pas, mais qu'on peut utiliser. C'est comme ça que dans les pays arabes, finalement, ça a perdu une efficacité importante, en tout cas au moment, évidemment, où il y a eu des grands mouvements populaires qui ont renversé, au moins en Tunisie et en Égypte, les pouvoirs en place. C'est une façon de faire avancer les choses. Alors, il y a un côté, effectivement, action collective qui est forte et qui est possible grâce à ces réseaux. C'est une vision, évidemment, un peu, à nouveau, c'est lié à une utopie, c'est cette idée d'intelligence collective, mais en même temps, on ne peut pas dire que ça ne fonctionne pas, puisque ce qui s'est passé en termes de lutte sociale, de mobilisation, dans un certain nombre de pays, est là pour le prouver. Ensuite, la vie réelle reprend ses droits, et les élections et le terrain reprennent ses droits. Mais ça transforme quand même la vie dans la société. Alors, dans mon livre, pour aller vite, j'explore bien 3 aspects. C'est d'abord ce qu'on appelle l'individualisme expressif. Qu'est-ce que ça transforme de communiquer de cette façon-là? Dans les sociétés individualistes, on parle énormément de l'individualisme réflexif. Comment on se construit en tant qu'individu? Comment on devient soi-même? Comment on s'invente soi-même? Eh bien, en général, on explore. Évidemment, au départ, c'est les parents, l'école, et puis beaucoup aujourd'hui, plus qu'encore qu'auparavant, ce qu'on appelle les industries de l'imaginaire, le cinéma, les séries, le monde de l'imaginaire qui vous est apporté par un univers marchand d'ailleurs, mais qui est un univers qui produit des images, des récits, des biographies alternatives, des histoires, des jeux vidéo, etc. etc. Donc, normalement, quand on parle d'individualisme, on parle d'un individualisme qui utilise tout ce qui est à sa disposition pour se réfléchir lui-même et pour se construire lui-même, s'inventer lui-même. On parle de l'invention de l'individu. Aujourd'hui, ce qui est transformé un peu par les réseaux, c'est pas l'individualisme réflexif continu. D'ailleurs, je vous donne une donnée, jamais autant les adolescents n'ont consommé de films, de séries, de données diverses et variées, notamment de données en images. Donc, l'imaginaire est incroyablement nourri. Mais dans un réseau social, il faut aussi pouvoir se repérer par les autres. L'idée du réseau, c'est quand même d'être en connexion avec d'autres. Et donc, pour se faire repérer, pour parler de soi, eh bien, on doit utiliser, disons, une construction de soi. On doit donner une certaine visibilité de soi-même. Et donc, on est aujourd'hui aussi dans une société où l'individualisme est expressif, c'est-à-dire il doit se mettre en scène, il doit s'exprimer, et notamment dans les réseaux sociaux, on s'exprime par ses goûts. Qui je suis? Ben, j'aime tel et tel chanteur, je suis fan de BD, je suis fan de tel personnage, ou en général puisé dans l'univers du cinéma ou du sport. Donc, on a une façon, on doit s'exprimer pour attirer à soi des gens qui vont venir vous rejoindre dans le réseau et qui sont des gens que vous souhaitez attirer. Donc, il y a tout ce travail, c'est l'individualisme expressif. Le deuxième point, c'est ce qu'a beaucoup permis ce qu'ont beaucoup permis les réseaux sociaux, c'est le développement de la culture du LOL. Alors, je parle LOL, c'est Laughing Out Loud, à nouveau, un anglicisme. C'est une façon de se moquer du monde et de se moquer de soi-même. C'est un regard ironique, sarcastique, humoristique sur soi-même et sur le monde. Cette propension, elle a été très largement développée au départ par les médias de masse, les vieux médias, la télé. Si vous prenez Canal+, les guignols de l'info, c'est ça. C'est-à-dire vous avez de l'info, du sérieux, la vie réelle, la vie politique. Et puis à côté de ça, on en rit. Et on met à côté de ça un regard de biais sur ce monde, et notamment ce monde politique. Cette propension au LOL, c'est-à-dire à jeter un regard extrêmement à la fois joyeux d'une certaine façon, mais aussi distancié, et donc distancié ironique, qui d'ailleurs une distance qui peut plutôt induire à la passivité qu'à la mobilisation, parce qu'une fois que vous avez pris cette distance, vous riez des choses, et c'est peut-être pas avec ça que vous allez peut-être le plus vous mobiliser pour vous faire bouger la société.
Le contrepartie de ce regard ironique, c'est un rire méchant. Il y a le rire sympathique, comme disait Voltaire, il y a un rire positif, il y a un rire méchant. Et Internet a développé, accentue aussi cette idée du rire, de rire aux dépens des autres, de ricaner des autres. Et donc cet aspect est évidemment très important. Je ne peux pas développer, je vous promets qu'on en parlera autant que vous voulez, mais je suis un peu obligée d'avancer. Et ensuite, bon, ce qu'il y a aussi, c'est le culte du gratuit. Les jeunes se sont habitués, via Internet, à ce qu'énormément de choses leur soient fournies gratuitement. Parce qu'au départ, on ne sait pas tellement les fournisseurs d'accès ou les gens qui ont développé le réseau étaient plutôt sur l'idée de la culture du partage gratuit, du don contre don, plutôt que l'idée de la culture marchande qui, comme on le sait aujourd'hui, a beaucoup envahi quand même Internet. Mais pour les biens culturels, pour le cinéma, pour l'information, pour les séries, pour les jeux vidéo, les jeunes se sont habitués à ce que cela soit donné gratuitement. Et donc, il y a l'idée que plein de choses doivent être fournies gratuitement, et notamment les biens culturels. Et puis, eh bien, il y a aussi dans Facebook, mais Facebook en soi mériterait un long développement. Au départ de Facebook, il y a l'idée qu'on allait améliorer la société. Donc Facebook, c'est 2003. Hein, c'est il n'y a pas longtemps, il y a 10 ans, que le fameux Mark Zuckerberg a lancé ça. Et son idée, c'était... Alors, vous avez vu Social Network, bon, évidemment, c'était pas une idée, il n'était pas uniquement dans une attitude puriste, mais l'idée, c'était quand même que les individus dans ces réseaux, que c'était mieux, qu'ils allaient se présenter avec leur authenticité, leur transparence, et comme ça, ils seraient responsables de leurs propres actes, et que donc ça allait là aussi améliorer la société. Donc, vous avez plein d'éléments, plein de choses que je ne fais qu'effleurer par mes propos là, qui se sont transformés en très peu de temps sur la façon dont on voit ou on fonctionne dans la société. Et donc, mais je dois dire quand même, j'en parle beaucoup de Facebook et je pense qu'on en reparlera, cette façon d'utiliser toutes les ressources de Facebook, c'est plutôt disons, une culture, un mode de vie étudiant. On revoit beaucoup ça dans l'univers des campus, alors que, disons, dans les milieux populaires, il y a bien sûr les gens sont sur Facebook, mais l'Internet et les échanges sur Facebook, c'est beaucoup la possibilité d'échanger des produits culturels, des biens culturels, donc des jeux vidéo, aller voir des films, etc. Alors, deux images pour illustrer, je parlais de la culture du LOL, donc une façon de rire, de se moquer, voilà des créatures d'Internet, parce qu'Internet est pullule d'images, et notamment d'images humoristiques. Je vous en donne deux, hein, pour détendre un peu l'atmosphère, et puis parce que je pense que ceux qui ne les connaissent pas, voilà, qui connaît les LOLcats? Alors, ce sont des créatures dans Internet, depuis le début d'Internet. Les internautes les plus, disons, les plus adroits font des photos de chats. Donc vous voyez, ce sont des chats qui sont pris dans des poses où ils expriment comme s'ils étaient un humain, c'est-à-dire vraiment de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire où un animal exprime quelque chose qui semble être un humain. Et c'est une façon, un biais, de parler de soi-même, de lancer à la cantonade, de lancer à ses amis une image, un sentiment, une émotion de soi à travers ces images de chats. Ça fonctionne très très bien avec les chats, mais on peut le faire évidemment avec d'autres animaux. D'ailleurs, Internet est traversé d'images d'animaux. Mais l'idée d'exprimer des sentiments humains par, comme ça, un travestissement d'un animal, ça fonctionne bien avec les chats. Parce que avec les chiens, par exemple, ça fonctionne nettement moins bien. Dans Internet, vous avez tout ce qui se passe dans la vie réelle, et notamment dans la vie politique, aboutit à être retourné. Alors, je ne vous présente qu'une image, en plus qui renvoie à un élément récent, qu'une image du détournement d'une situation, et qui fait rire. C'est cette culture dont on rit de tout, parce que finalement, on a de prise sur rien, mais on rit de tout. Il y a un peu cette idée. On est dans des sociétés qui ont le sentiment qu'il y a une impuissance d'agir sur la société, mais par contre, on rit de cette impuissance, et donc du coup, tout événement dans la société politique, mais d'autres événements hors de la société politique amènent à rire. Donc je vous montre une image à partir de l'affaire Cahuzac. Vous savez, il a fait
une interview après, donc il a démissionné du gouvernement, et où il a dit que chacun avait sa part d'ombre. Si vous prenez cette part d'ombre, ça donnait lieu à je ne sais combien de détournements autour de la question de la part d'ombre. Et chacun sait sa part d'ombre. Mais qu'est-ce que c'est sa part d'ombre, etc. Je vous donne une image humoristique, mais évidemment, il y en a des quantités incroyables autour de cette affaire du part d'ombre et de la part d'ombre de chacun et de Cahuzac. Mais je vous donne un autre exemple, quand par exemple Steve Jobs, le fameux président d'Apple, est décédé en 2011, alors que ça a créé dans la communauté internaute des pleurs, des déplorations absolues, simultanément, j'aurais pu vous apporter évidemment plein d'images. Vous avez eu plein d'images détournées sur Steve Jobs, en faisant des jeux de mots sur Jobs, etc. Et donc, Internet est un regard sur le monde. Pour exemple, ceux qui connaissent aussi les vidéos des teenagers, les YouTubers, par exemple, Norman, Cyprien, enfin, il y en a plein d'autres, qui font des petits sketchs sur la vie des jeunes. Rémi Gaillard, c'était un petit peu avant, oui, Rémi Gaillard, il y en a d'autres. Je ne vous les ai pas apportés parce qu'on en aurait. Mais disons, j'invite à ceux qui veulent connaître la vie des jeunes aujourd'hui de regarder ces vidéos qui sont des courts sketchs, ça s'appelle des stand-up. En général, c'est plutôt un garçon. Parce que je dois vous dire que Internet est un univers d'hommes. On y reviendra. Les femmes utilisent autant Internet et les réseaux sociaux que les hommes, mais de façon très différente. Et l'activité d'Internet, depuis le départ, c'est une activité plutôt masculine, qui d'ailleurs en soi pose un problème. D'ailleurs, je pense que ce sera l'objet de mon prochain livre. C'est-à-dire les différences entre hommes et femmes quant à l'usage et à la projection sur ce monde du numérique. Alors, je pense que j'ai 5 minutes, mais justement, je vais terminer. Donc, je passe mes 2 dernières slides. Bon, les retombées de ce qu'on appelle donc le libéralisme informationnel, c'est-à-dire ce modèle de philosophie politique, d'une certaine autre façon de se coordonner et de vivre en société, sur les jeunes. Qu'est-ce que ça fait? Ce que je vous parlais, ce free speech, cette liberté des circulations de l'information et ces échanges de pair à pair, libres et gratuits. Eh bien, d'abord, ça ne transforme quand même pas tout. Hein. C'est vrai que ça agit sur déjà l'adolescence avec ses rites, ses particularités telles qu'elles existent, elles se sont développées, notamment depuis que l'école de masse s'est développée, c'est après la Seconde Guerre, il y a une culture juvénile, une culture des adolescents. Mais sur cette culture juvénile, Internet opère des reconfigurations. C'est-à-dire que le jeu sur les identités, dont j'ai parlé tout à l'heure, la culture de la chambre, c'est-à-dire avant dans votre chambre vous mettiez plein de photos de vos idoles, maintenant vos idoles vous les mettez sur votre mur Facebook et vous en parlez, vous exprimez vos goûts par ce biais-là. Internet développe énormément la créativité, incite à être créatif, mais j'ai mis créativité plutôt basse définition opposée à créativité haute définition. Aujourd'hui, l'acte artistique a changé complètement de statut dans nos sociétés. L'art artistique, il y a un siècle, c'était un acte, c'était un geste, une production devant laquelle un public vraiment rendait les armes, était complètement subjugué, alors qu'aujourd'hui, on s'émerveille de beaucoup de choses plus ou moins artistiques. Donc je parle plutôt d'une créativité basse définition. Évidemment, la sociabilité. Avant, la sociabilité, c'était une sociabilité plutôt autour de l'école, ou de lycée, ou de l'université. Cette sociabilité, elle perdure. La sociabilité est très intense pendant la période adolescente, mais évidemment, elle est reconfigurée, réactivée par les réseaux sociaux. Les gagpotages, ça a toujours existé, mais c'est vrai que c'est reconfiguré. Je vous ai montré la photo de Cahuzac et j'aurais pu vous montrer des dizaines et des dizaines de photos rigolotes, se moquant du monde tel qu'il est. Donc ça réactive et ça transforme évidemment ces gagpotages. Les fêtes. Quand j'ai écrit mon livre sur la teuf en 2005, évidemment, on n'organisait pas les fêtes via Facebook. Maintenant, il n'y a presque pas une fête qui ne s'organise pas sans Facebook, sans un affichage. Et donc, on invite des gens qu'on connaît, mais aussi des gens qu'on connaît moins. Internet, dans une société où les jeunes ont beaucoup de difficultés d'insertion, a énormément intensifié
Un autre aspect que malheureusement je n'ai pas le temps de développer, qui est la culture de la débrouille, les colocations, les covoiturages, les bons plans, les bonnes affaires. Les jeunes ayant peu de moyens et mettant beaucoup d'années avant de rentrer vraiment dans l'autonomie économique, utilisent énormément Internet comme univers de débrouille. Et puis aussi, Internet est utilisé pour développer des actions revendicatives. À nouveau, j'ai écrit là-dessus, mais évidemment, je ne peux pas développer, sur les indignés, sur les mouvements des indignés, sur les mouvements dans les pays arabes, sur tout un ensemble d'happenings que des mouvements de nature plus ou moins politique peuvent organiser et coordonner. Donc, je dirais que par rapport à le problème des jeunes aujourd'hui, qui est un problème de l'insertion, eh bien, cet outil, les jeunes ont su s'en emparer au mieux. Ils ont su s'en emparer parce qu'ils sont nés avec. Et ensuite, ben, finalement, la société leur faisant la place difficile qu'elle en fait, ils ont su l'utiliser pour justement, un peu comme univers de survie, mais au bon sens du terme. Et donc, il faut aussi dire aussi que toute la mythologie, les valeurs, les projections qu'il y a sur Internet se sont inscrites sur des vides, c'est-à-dire notamment des vides politiques, cette absence quand même de croyance forte, de confiance dans l'univers politique. Donc, tout ça, je suis vraiment désolée parce que je vous raconte ça très très vite, mais on pourra en parler plus tard. Donc, je termine ma dernière slide. Est-ce que c'est bon? Ouais. Donc, je dirais aujourd'hui que qu'est-ce qu'on peut dire de la génération montante, et tout en admettant que ce que je dis est synthétique, les 18-30 ans ou les 15-30 ans, évidemment, ils sont très, très différents les uns des autres, que c'est pas la même chose quand des gens qui ont fait des études supérieures ou éventuellement même des grandes écoles, et puis les jeunes qui vont arrêter leur scolarité à 14 ans parce qu'ils étaient en décrochage scolaire. Bien sûr, tout ceci se recompose par le biais des différences sociales et surtout des différences scolaires et culturelles. Mais aujourd'hui, les valeurs qui sont portées par la jeunesse, elles sont pour une part très activées par tout ce que je viens de décrire. Donc, cet égalitarisme, c'est-à-dire l'idée que tous les individus sont égaux et qu'il n'y a pas une hiérarchie forte et que ce qui est important, c'est d'échanger, de participer, mais pas le rapport hiérarchique est plutôt devenu un peu assez évanescent dans les familles, dans l'école et ailleurs. Mais alors, voilà, je termine sur une note qui contredit un petit peu ce que j'ai dit avant. C'est vrai que les jeunes sont plutôt rétifs à la hiérarchie et évidemment aux valeurs d'autorité. Simultanément, ce qu'on observe dans la société contemporaine, les dernières années, c'est que aussi bien chez les générations plus âgées que les générations plus jeunes, il y a un retour des valeurs une demande, disons, d'autorité. Mais je vais vous expliquer comment. Les demandes d'autorité, elles se posent au niveau de la société. C'est-à-dire, les gens veulent une société dans laquelle il y a un certain ordre qui règne, dans laquelle il y a quand même certaines logiques dominantes, y compris une logique de l'ordre des générations. Par contre, ça s'oppose à quelque chose qui est très fort, c'est au niveau des individus. Il y a vraiment l'idée, chez les plus âgés d'ailleurs, comme chez les plus jeunes, et encore plus chez les plus jeunes, chacun vit comme il veut, chacun a ses valeurs, l'individu, finalement, toute norme de vie, toute façon de vivre, évidemment, en dehors de la délinquance et tout ça, est acceptable, et notamment dans la vie affective, sexuelle, etc. Donc vous avez à la fois une demande d'un ordre collectif, et quand je dis ordre, c'est plutôt, disons, une organisation collective qui fonctionne, notamment dans la vie publique, et en même temps une demande que chacun quand même a le droit à vivre exactement comme bon lui semble, choisir de faire carrière ou choisir finalement d'avoir une vie plutôt plus marginale ou plus. Il y a une très très grande tolérance, mais des personnes plus âgées comme des personnes plus jeunes. Donc au total, on est plutôt dans une société où les rapports, les valeurs qui séparent les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes se sont rapprochées. Je ne dis pas qu'elles sont identiques, mais elles se sont plutôt rapprochées. Deuxième point, c'est que les jeunes, effectivement, se réfractaires à l'autorité, mais en même temps, ils comprennent très bien que les adultes doivent les accompagner, face notamment aux difficultés d'insertion aujourd'hui dans la société. Ils ont bien compris qu'il y avait quelque chose
à retirer d'un enseignement ou d'une expérience des adultes. Donc l'idée d'un rejet vis-à-vis des générations vieillissantes, de leurs valeurs, de façon de leur expérience, c'est vraiment complètement faux. Ils attendent quand même qu'on les accompagne, les professeurs, les parents, etc. Et ils sont assez réfractaires, je ne l'ai pas mis sur la slide, ils sont très réfractaires au jeunisme. C'est-à-dire les jeunes, les vieux qui ne veulent pas vieillir. Ils trouvent les parents, ils sont contents d'avoir des parents dont ils sont proches, mais en même temps, ils sont assez réfractaires au jeunisme. Et donc, quand on décrit toutes ces dimensions-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a conflit de génération, que ce qu'on voyait dans les années 60, c'est l'idée vraiment de conflit de génération, est-ce que c'est une donnée importante pour comprendre la société contemporaine? En fait, il y a objectivement toutes les raisons que les jeunes soient dans un conflit de génération avec les générations vieillissantes, qui leur laissent des dettes, qui leur laissent un chômage, grandes difficultés d'insertion, etc. Objectivement, il devrait y avoir des conflits de génération, mais pour les raisons que je viens d'expliquer, c'est-à-dire le nouveau modèle familial, le rapprochement en fait des valeurs, du système de valeurs entre des personnes plus âgées et les plus jeunes, eh bien, subjectivement, le conflit n'existe pas vraiment. Donc, objectivement, il devrait y avoir un conflit, mais il n'y a pas vraiment de conflit, même si de temps en temps, il est un peu larvé parce qu'ils n'aiment pas le jeunisme. Voilà. C'est tout ce que j'avais dit.